Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Coucou toi, mon cher auditeur et mes rares auditrices. Est-ce que tu peux m'aider à choisir les sujets des prochains épisodes ? Je t'ai mis 20 sujets d'épisodes pas encore traités sur le podcast et toi tu vas les noter de 0 à 5 étoiles selon ton intérêt. Et ça m'aidera à savoir où mettre la priorité. Je t'ai mis tout ça dans un joli formulaire. Ça te prend moins d'une minute et j'ai ajouté une surprise à la fin du formulaire. Ouh, suspense, mystère. Où que j'ai envie d'aller sur ce formulaire. Le lien est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir, mais à ce moment-là, tu le sais déjà. BIT, c'est B comme bit, pas P comme pastèque. Tu as quelques jours pour voter. Ensuite, je ferme le formulaire. C'est maintenant ou jamais. Place à ton épisode. Eh bien, re-bienvenue. Nous avions un cri de ralliement. Est-ce que à 3, on va le faire ? 1, 2, 3. Super. Non, c'est super. Non, je suis content. Là, on est réunis, on discute de notre thématique sexe en couple ou avec le même partenaire. Sur le long terme, comment je fais avec ma libido qui fluctue. Il y a eu tout un tas de jolis partages épisode précédent, les gens n'ont qu'à écouter l'épisode précédent. Mais on peut écouter cet épisode sans avoir écouté le précédent, parce qu'on va pouvoir redonner quelques contextes. Notamment, on va rebondir, on avait terminé sur David. Est-ce que tu as le micro, bâton de parole ? Il est juste à côté de moi. Est-ce que tu peux te lever ? Et pendant que tu viens chercher le micro, j'ai 2 choses à vous dire. La première, c'est que je veux remercier les 98 donatrices mensuelles. On peut faire cliquetis. Non, franchement, c'est trop cool. Donc, ça augmente petit à petit. Pour le moment, donc c'est mon métier à temps plein, j'essaye de gagner ma vie avec. Pour le moment, tous ces dons géniaux, après que tu enlèves les frais bancaires, les différents impôts, etc., ça me fait 450 € sur mon compte net. Tant te dire que j'utilise encore mes économies et que vous pouvez devenir un des 400 pour que ce podcast continue. Non, mais en vrai, je suis déjà trop content. Moi, ça me touche trop. Et je reçois plein de messages trop sympas. C'est cool. Si vous n'avez pas de thunes, pas la possibilité de donner de l'argent, voici le calcul. En gros, là, il y a 10 000 personnes qui écoutent chaque mois et il y a 100 personnes presque qui donnent. Ça fait 1%. On est d'accord ? Donc, pour avoir 400 personnes, il faut 40 000 auditeurs uniques par mois. Vous êtes toujours avec moi ? Donc, le moment où tu mets 5 étoiles, qui a mis 5 étoiles au podcast ? Levez la main. Qui n'a pas mis 5 étoiles au podcast ? Et ben voilà, là, les gens ne peuvent pas voir, mais vous faites partie des meilleurs auditeurs, en tout cas ceux qui sont présents. Mettez 5 étoiles sur Spotify & Co. Parce que ça pousse vraiment l'algorithme et ça marche vraiment pour atteindre ce nombre. Et parlez-en autour de vous. Trop bien. J'ai fini mon petit blabla. Deuxièmement, si les gens veulent venir à des apéros, d'ailleurs David qui va parler est co-organisateur des apéros à Paris, il y en a dans d'autres villes. Il faut aller sur le site internet, donc soit apéro, soit enregistrement comme celui-ci, bit.ly/comment devenir, et c'est le même lien pour faire le don. On est content ? Denis, tu es ravi ? Ben, c'est cool. On n'a plus d'eau. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de me faire un verre d'eau ? Non, pas toi, Denis. Toi, tu vas parler. Ça serait trop sympa. Merci beaucoup pour pas que je m'assèche. David, tu allais dire quelque chose. J'allais dire quelque chose. Alors, sur la fin du premier épisode, Denis parlait de la place qu'on mettait au sexe dans le couple. Et je trouve ça ultra intéressant et important. Moi, je me dis, peut-être que c'est mon cas, et peut-être le cas de quelqu'un d'autre aussi, mais de pouvoir dissocier aussi sexe et couple, en fait, et de te dire, à un moment donné, si le sexe ne marche plus dans ton couple, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes ta relation si elle t'épanouit d'une autre façon ? Et peut-être qu'il y a aussi cette pression où on se dit, couple, c'est forcément associé au cul. Et s'il n'y a plus de cul, on est forcément obligé d'arrêter la relation. Alors, peut-être que moi, en fait, avec du recul, je me dis là, et après les discussions, je me dis, peut-être que c'est mon cas.
Moi, je peux dissocier tout ça. C'est peut-être pas le cas de tous. On peut faire un sondage. Là, on est 25. Qui serait OK de dissocier et donc vous tombez amoureux, il n'y a plus de sexe, vous restez en couple avec cette personne et vous nourrissez votre besoin sexuel ailleurs. Qui serait ouvert à ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, il y a la moitié, moite-moite. Denis? Mais autrefois, on se posait la question est-ce qu'on peut dissocier le sexe de l'amour? Puisqu'on n'osait pas... Enfin, en tout cas, c'était mal vu, hein, surtout pour les femmes, d'aller faire du sexe en dehors de l'amour. Et finalement, maintenant qu'on a fait sauter le carcan, on va se poser la question inverse. Est-ce qu'on peut effectivement être heureux en amour sans être totalement épanoui sexuellement avec notre partenaire? Ça, c'est une grosse discussion parce que justement, on a la moitié ici des auditeurs qui sont potentiellement ouverts à avoir un couple heureux et amoureux sans avoir de sexe entre eux. Et l'autre moitié non. Eh bien, dans le couple, c'est pareil. Il faut, ça va être le moment de trouver un moyen de discuter avec son partenaire et d'envisager. Est-ce que finalement, cette question du sexe conditionne notre amour, ou est-ce que finalement on peut continuer à s'aimer mutuellement ou pas? Ça, c'est chacun qui a son mot à dire. Parce qu'on a, tout comme disait David tout à l'heure avant dans l'épisode précédent, c'était notre sexualité a évolué, mais pas sur le même timing, ni sur les mêmes objets ou les mêmes envies. Et tu parles de la sexualité dans le couple de David. Ouais. Et donc finalement, l'évolution de l'amour et de la vision de l'amour va aussi évoluer au sein du couple. Est-ce qu'on évolue au même moment? Est-ce qu'on est prêt à finalement s'aimer sans sexe ensemble maintenant? Ou est-ce que le sexe est encore une composante importante? Tu voulais rebondir, ouais. J'aimerais rebondir aussi justement sur le partage de Benjamin dans l'épisode précédent, lorsque tu nous racontais la rupture, en disant que la rupture a été ultra douloureuse parce que l'amour était là. L'amour était là, mais il n'y avait plus le désir. Oui, tu pleurais des madeleines, c'est très joli. C'est ce que tu as dit. Et justement, est-ce que toi, tu t'étais posé la question, est-ce que je peux continuer à l'aimer et être heureux avec lui en développant une sexualité différente? Et est-ce que lui, potentiellement, a fait le même chemin? L'option de l'ouverture, c'était pas une option déjà, donc ça c'était réglé. Enfin, surtout vis-à-vis de lui, enfin, moi j'ai demandé. Et moi je considère que le sexe, ça fait vraiment partie de moi en fait, c'est une expression de moi. Et si je fais pas de sexe, je suis pas complet quoi. C'est un exutoire, c'est un moyen de vivre des choses que tu vis pas dans ta vie. Et du coup, au bout d'un moment, au début, tu te fais « Ah, ça va, ça va ». En fait, en vrai, au bout d'un moment, en fait, non, ça va pas. Donc, effectivement, là, au moins, tu vois, tu as pris une décision qui était certes douloureuse, mais tu as pris ce temps de te poser cette question-là. Et effectivement, le premier step, en tout cas, c'est de se poser la question. Est-ce que je peux, moi, être totalement amoureux, totalement épanoui, sentimentalement dans mon couple, sans exprimer cette part qui est la sexualité? Et puis je pense qu'à deux niveaux, il y a le niveau sans exprimer la sexualité dans le couple, et si tu es dans un couple fermé, juste t'as plus de sexualité. Et là, c'est là aussi qu'il faut red flag, quoi, je pense. Du coup, je pense qu'on peut aussi continuer sur comment exprimer ses envies. Puisque dans l'épisode précédent, on disait c'est intéressant de se poser la question de ce dont j'ai envie, est-ce que mon partenaire y prend place? Donc il y a plusieurs, on avait identifié plusieurs pistes. Déjà, est-ce que mon partenaire peut prendre place dans mon envie? Si la réponse est oui, comment est-ce que je fais pour lui partager? Donc mon envie, c'est par exemple, j'adore cette pratique sexuelle. Une envie, c'est une pratique sexuelle, c'est un moment sexuel. C'est ça? Oui, ça peut être une pratique, ça peut être est-ce que je le fais sous une porte cochère un soir en rentrant, ça peut être des pratiques un peu plus poussées, un peu plus originales. Et justement, il y a un petit... la clé pour parler de sexe, il faut que ça soit toujours ludique dans le couple. Plus on va mettre de ludisme dans l'échange, plus on va transformer le gros éléphant au milieu de la pièce en petit ballon qu'on va se lancer, on va se faire des passes. Donc plus la discussion va être tournée autour du ludisme, plus ça sera simple de pouvoir l'exprimer. Et donc, moi, il y a un exercice que je peux donner et que je donne souvent à mes patients. Ça va être de faire un mur de post-it.
Et il faut que ça soit en même temps. Il faut que les deux partenaires soient OK pour se dire, allez, là, est-ce qu'on est OK pour faire un petit jeu et marquer ce dont on a envie là maintenant. Ok. Donc je marque sur les post-it. Tu marques sur un post-it par envie. Porte cochère, autre chose, n'importe quoi. Et après, l'idée, c'est d'accrocher tous les post-it au mur. Ok. Mes envies avec la personne qui est présente. Oui, c'est si mon partenaire peut prendre place dans mes envies. Est-ce que j'imagine qu'il peut me satisfaire dans cette pratique? Donc si j'ai un désir de BDSM et que je sais que mon partenaire veut pas, je mets pas sur le post-it. Ah non, parce qu'on ne sait jamais à la place de l'autre. Donc je le mets sur le post-it. Il faut le mettre sur le post-it. Ok. L'erreur souvent qu'on peut faire, c'est d'avoir peur du jugement de son partenaire. Ça a été évoqué dans l'épisode précédent. Hein. Ça hoche de la tête. Ça cliquetis. Ah ouais, ouais. Donc on a peur de sa réaction parce qu'on va penser à sa place, on va penser ce qu'il va penser, qu'on est en train de penser. Ouais. Donc ça fait beaucoup de ricochets pour une incertitude finalement. Donc même si on estime que potentiellement le partenaire ne peut pas y prendre place, marquez quand même sur le post-it son envie. Et donc après, 2 colonnes. L'envie du partenaire numéro 1, l'envie du partenaire numéro 2. Enfin, les envies. Et après, il va falloir ventiler. Le partenaire numéro 1 va observer toute la liste des envies du partenaire numéro 2 et va pouvoir dire, celui-ci, je le mets en haut parce que j'ai envie. Celui-ci, je le mets en bas parce que j'en ai pas envie. Et on parle d'envie, on parle pas on va pas sortir le gros mot de fantasme. Parce que des fois, quand on se dit, je vais pas dévoiler mes fantasmes, le mot fantasme, ça renvoie quelque chose de très personnel, de très intime. Alors qu'une envie, ça peut être des fois juste une fois, tester quelque chose. Et donc mettre en haut tout ce que je suis prêt à faire pour mon partenaire ou avec mon partenaire. Ouais. Et en bas, ce qui par contre ne me dit pas du tout. Est-ce que je peux me moquer de toi un peu ? Vas-y, je t'en prie. À quel moment donné, c'est ludique d'être en réunion Non, en vrai, moi, j'aime beaucoup ton idée et quand je me projette, tu vois ce que tu as dit il y a quelque temps en disant est-ce que tu es prêt à être en couple même s'il n'y a pas de sexualité ou en tout cas, c'est quoi la place du sexe avec ce partenaire ? Là, moi, si j'applique, je disais dans l'épisode précédent, je suis en relation depuis 11 mois et il y a un stop sexualité. Moi, mon désir, il s'est arrêté alors qu'on est en relation ouverte et j'ai du désir pour des nouveaux partenaires. J'ai aussi observé que même j'ai pas de plan cul régulier. J'ai pas des hors cette relation première des plans cul réguliers. Et je sais pas répondre à cette question. Et là, pour le coup, je me dis, ah ouais, merde, cette question de, oui, peut-être que si on est en couple, je peux choisir d'être en couple avec quelqu'un avec qui j'ai pas de rapport sexuel. Et je crois que c'est un élément de honte sociale. Je me dis, j'ai raté. Ça, c'est ma personnalité un peu nulle, enfin un peu bizarre, de rapport à la performance perpétuelle. Mais je me dis un peu, c'est la honte et tout. Et après, sur ton deuxième point, c'est la communication. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là parce que ça correspond exactement à ma personnalité. J'adore les post-it et les trucs comme ça. C'est pas très ludique, en vrai. Alors, ça peut l'être. On va pas se marrer. Non. On va faire ha 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 ce post-it. Ça peut être ludique si c'est fait au bon moment. Lorsqu'on ne ressent plus de désir pour le partenaire, tu as dit il y a une forme de honte qui peut s'installer. Au début de la relation, si vous vous projetez sur comment étaient les premières semaines, les premiers temps avec l'autre, en général, tout est possible. C'est de la découverte. Les premières semaines, c'est vraiment amusant. On va tester des petites choses. Ce jeu de mes envies, en fait, il faut pas attendre que ça n'aille plus pour le faire. C'est vraiment essayer de le faire régulièrement. Allez, mais tu sais quoi, ce week-end, on va tester des trucs, on va voir ce qui nous passe par la tête, de quoi est-ce que j'ai envie. Et là, tu crées du ludisme. À partir du moment où, là, le sujet de la sexualité devient problématique, il va y avoir un impact émotionnel. Et d'ailleurs, il y a c'est plutôt intéressant parce que du coup, il y a des signes avant-coureurs que le désir est en train de partir. Moi, il y a toujours 2 questions que je pose à mes patients pour le désir. Est-ce que votre partenaire, lorsqu'il vous touche, ça vous fait des chatouilles ? Au début, un toucher, lorsqu'il est érotique, ça va faire des frissons, ça va stimuler un petit peu.
Et lorsqu'on perd le désir, le toucher de l'autre va devenir un petit peu comme une micro-agression, quelque chose qui met mal à l'aise. Et là, on va commencer à avoir des chatouilles. Au début, il nous touchait le téton, ça faisait des frissons. Maintenant, il touche le téton, ça fait des chatouilles. Donc là, il y a un premier signal, attention, chatouille, on commence à s'interroger. Il y a des gens dans la salle qui voient cette distinction ? Il y a si vous êtes à l'aise de lever la main, parce que ça vous expose un peu, vous avez déjà eu avec un ou des partenaires réguliers ce passage de ça m'excite à ça me chatouille. Levez la main. Majorité de gens. Majorité ? Bon, en grosse moitié. J'ai envie qu'on revienne sur l'exercice que tu proposais. Qui sabote de le faire ? Et sinon, est-ce que vous pouvez raconter comment vous avez réussi à communiquer, à parler sexe ? Donc là, il y a une idée, un exemple, un jeu qui est tout à fait fait pour moi, que j'ai hâte d'aller faire. Non, en vrai, je trouve ça cool. Avec quand même... on s'en fout, je raconterai après. Est-ce que vous pouvez me partager, vous, ça vous botte ou pas ? Là, on cherche des solutions. Donc, j'ai combien de oui ? Ah ouais, donc grosse majorité de oui. Gros fun du post-it. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des astuces, des trucs où ça s'est bien passé pour eux dans leur communication, à partager un retour d'expérience ? Vous n'êtes pas obligé d'être expert de la communication, hein, mais un truc où c'était fluide. Un moment, un vécu avec un partenaire régulier où cette communication, vous êtes parvenu à dépasser ce moment un peu gênant et à partager. Et comment vous avez fait ? Alors, je vais essayer de prendre quelqu'un qui n'a pas parlé. Marcus, tu n'as pas parlé. Bâton de la parole, aussi appelé micro pour Marcus. Bonjour. Salut Marcus. Moi, je pense à des moments, par exemple, avec mon partenaire actuel, pour situer, ça fait 3 ans que je suis avec un mec. J'ai eu plusieurs relations longues jusqu'à 9 ans avec un garçon. Il y avait toujours du désir. Je suis plus du genre, s'il n'y a pas du désir dans le couple, je veux être plutôt seul. Mes relations ont toujours été fermées. Je dis, quand je suis en couple, je suis plutôt très carré. Quand je ne suis pas en couple, je suis assez arrondi. Donc j'ai pu vivre plein de choses, mais en couple, j'ai eu des discussions avec des partenaires pour ouvrir le couple. Avec mon mec actuel, on est en relation fermée, avec l'idée, comme envie, de éventuellement, plan à 3, quelque chose d'autre, pourquoi pas, et on en parle assez librement. Donc, et nous, on a beaucoup de discussions, on parle beaucoup de tout, et par exemple de cul. On a eu des moments plus compliqués, de par nos histoires. Et en fait, il y a des moments où c'était très compliqué, mais comme il y a une confiance entre nous, on aborde la parole. Souvent, il y en a l'un ou l'autre qui devient un peu grognon. Souvent, c'est moi. Au bout de 3 jours sans rien, je deviens... Donc, au bout de 3 jours sans sexualité ? Sans sexualité, s'il n'y a rien, ça m'énerve moi-même. Mais au bout de 3-4 jours, je suis grognon. Ok. Renfrogné. Et ce qui est bien avec mon partenaire actuel, il a bien compris ça. Et donc, il sait, à un moment, moi, j'ai dit, oh merde, il faut que j'en parle. Et lui, il dit, oh, il faut que je lui en parle. Et ça, on en rigole parce qu'on a pu parler. Moi, je n'ai pas de honte. Ça m'énerve d'être comme ça, mais je n'ai pas de honte. Ok. Donc, la communication, elle est fluide parce qu'il y a des signifiants et parce qu'on en parle non-verbaux. Oui. Il y a des choses qui arrivent et que je pense que tous les deux, on est dans la communication. Ok. On a envie de communiquer. Donc, on a dû mettre en place des choses parce que... On a envie ou on a des facilités ? Est-ce que tu dirais que vous êtes 2 personnalités qui... Je pense qu'on a tous les 2 des facilités, okay. C'est sûr. Mais il y a aussi envie parce qu'il y a même... Moi, j'ai plutôt une facilité de parler, lui aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Ok. Et donc, il faut trouver des moments... C'est ça que j'allais te demander. Parce que toi, tu as un métier, vous avez tous les 2, j'imagine, des métiers, non ? Oui. Ouais. Oui. Moi, je suis artiste peintre, lui, il est thérapeute, donc tu rentres des trucs en communication. Ouais. Moi, je sais pas une astuce, par exemple. Au tout début de notre relation, il y avait un moment, on s'est rendu compte, par exemple, pour lui, c'était plus facile de parler dans le noir. Donc, c'était au lit, on parle beaucoup. On a eu des discussions jusqu'à 3-4 du mat. Et en fait, souvent pour lui, la parole était libérée parce qu'on était dans le noir. Il était plus distrait par ce qui se passait et c'était pas forcément du sexe non plus, c'était juste discussion et plus intime et on a pu parler de sexualité, des choses comme ça parce que c'est dans le noir. Okay. Donc il y avait peut-être
pas le regard de l'autre, de jugement et tout ça. Donc toi, dans ton cas, tu n'as pas créé de rituel particulier. La conversation, elle va venir à un moment donné, c'est ça? Oui, s'il y a un rituel, par exemple, il y avait un moment où on savait que c'était compliqué, on éteint la lumière. On se mettait au lit et on s'éteignait la lumière pour donner cet espace pour parler. Mais il y a un de vous deux qui a dit « Viens, on parle de sexe ». Genre, on va pas regarder un film, viens, on parle de sexe. Oui, parce il faut mettre ça sur place, en effet. Il faut qu'on en parle. Ok. Tu veux rebondir, Denis? C'est une très bonne idée. Parce que là, effectivement, le noir, c'est la bulle qui va affranchir le jugement de l'autre. On ne sait pas comment il réagit. Alors, encore une fois, on parlait tout à l'heure d'anticipation. Donc là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans la mesure où vous ne savez pas comment vous réagissez mutuellement, vous évitez aussi d'anticiper la réaction de l'autre. Et vous devez sûrement pouvoir communiquer sur ce que ça vous fait ou comment est-ce que vous interprétez la chose. Qu'est-ce qui se passe dans ces échanges? Donc, tu vois, genre, il n'y a pas eu de sexe, et tu lui dis, il n'y a pas eu de sexe, et il te fait, ah ouais, il n'y a pas eu de sexe. Et après? Souvent. Je te vois pas. Tu es dans le noir. Oui. Où es-tu? Parfois, c'est pas dans le noir. Le toucher à ce moment-là, en effet. Ouais. Parce que dans le noir, c'est comme ici, on voit pas les gens qui hochent la tête, donc il faut signaler son accord. Donc, c'est l'autre qui va parler pour dire oui, au lieu de faire Donc il y a ça, mais aussi des moments, par exemple, compliqués, même récemment, où c'est quelques jours, parce que la vie fait en sorte qu'on n'a pas l'énergie, c'est pas les piles, ou parce qu'on est très speed, où je sens qu'il y avait un moment, par exemple, lui m'a dit, il voit les moments où je le regarde moins, parce que je suis un peu renfrogné, parce que je sens qu'il n'est pas disponible, donc c'est aussi dans ma tête, mais il n'y a rien qui se passe, peut-être j'ai essayé, mais c'est juste pas le moment, mais il y a un moment, je sens que je suis un peu dans mes pensées, lui il le voit, et parfois c'est pas frontal, mais il faut juste évoquer. Il va dire, je te sens renfrogné, quelque chose comme ça. Et c'est une façon, même un rituel, il y a des mots, des codes comme ça. Donc en mettant... Vas-y, Denis. Ce qu'a dit Marcus sur le toucher est très important. Dans le noir, ce qui est bien, c'est que donc, ça affranchit la perception du jugement de l'autre. Mais le fait effectivement, de s'allonger dans le noir pour discuter et ne serait-ce que de se tenir la main, ça signifie vas-y, je suis avec toi. Tu peux parler, je t'écoute. C'est quelque part, tenir la main, c'est accompagner. Donc effectivement, ce côté du toucher, je ne parle pas de mon côté en monologue et puis je vais attendre que tu réagisses. On a une discussion. Moi, j'ai du mal à appliquer ce que tu dis et je vais t'inviter à mettre ton micro plus proche de ta bouche. Comme ça. Okay. T'inquiète. J'ai du mal à m'inspirer de toi. Du coup, j'ai besoin de mieux comprendre. Donc, dans ces espaces de communication, j'arrive pas à comprendre parce qu'une fois qu'on a mis des mots sur tiens, en ce moment, il y a un décalage et rien que mettre ces mots-là, après, on va se coucher et hop, on se retrouve sexuellement. Non, c'est pas forcément. Je voulais revenir là-dessus avec Denis. Le toucher, parce que souvent, je sais qu'entre nous, des moments, par exemple, je parle de moi que je suis renfrogné, lui il va capter, et moi dans ma tête, je dis, il faut que j'en parle, parfois c'est difficile. Souvent, lui, il vient vers moi quand on parle, il y a un toucher, il vient mettre la main sur mon épaule, d'une façon de dire, on est là, et on discute. Souvent, on essaie de se parler pourquoi ça se passe pas à ce moment-là, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a trop de choses, des choses il peut mettre... ce qui est de son côté à lui. Donc on discute. Parfois, assez souvent, ça déclenche une intimité. Souvent, on passe au sexe. Mais pas toujours. Et c'est pas grave. Parce qu'au moins, il y a du contact. Et il y a un lien. Et on sait qu'on se désire ou que ça va se faire. Parce que moi, je suis pas en train de faire... Je vais être renfrogné pour qu'on baise. C'est juste que je me sens... J'ai pas envie. Ouais, ces bulles de communication vous rapprochent. Exactement. En mettant des mots sur ce qui se passe. Donc c'est pas indirect, on communique pour baiser, c'est juste qu'on laisse un espace où on peut s'approcher l'un de l'autre. Et souvent on s'approche, ça finit par contact, ça finit par sexe, éventuellement. Le rapprochement physique et même la discussion en tant que telle, c'est-à-dire qu'un couple, on pense souvent que ce sont deux personnes. Mais lorsqu'on travaille avec un couple, on a effectivement deux entités qui sont chacune des personnes, mais on a une troisième entité qui est le couple en tant que tel. On travaille, c'est toi en tant que sexothérapeute. En tant que thérapeute, c'est un système à 3 équations. C'est chaque partenaire est un paramètre et le couple en est un à part entière. Et finalement, dans le processus que décrit que Marcus, et notamment avec le toucher, et même cette bulle que crée le noir,
ça va être ce que je dis, je le dis pas moi, pour moi, et contre toi, ou face à toi. C'est une discussion qu'on a en couple. La discussion devient une activité de couple. C'est plus j'exprime une problématique et j'attends une réponse en face, c'est on y va ensemble. D'où le côté soit effectivement ludique, soit le côté de se créer cet espace, cette bulle. Et le contact, comme tu disais, c'est ça, c'est on y va. C'est pas je me dévoile, c'est on y va ensemble. En fait, moi qui suis très à l'aise dans la communication et qui vais faire des post-it dès que cet épisode est terminé, en fait, je me rends compte que moi, ce qui me fait peur, c'est que je vais faire les post-it ou je vais créer en tout cas l'espace pour qu'on se dise qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime. Et puis j'aime bien l'idée des post-it où du coup je les mets en haut, je les mets en bas pour signifier dans les envies sexuelles là où on se rejoint ou pas. Mais moi, ma conclusion, c'est de me dire non mais en vrai, moi ma sexualité c'est la nouveauté. Donc en fait oui, je te kiffe et tout, mais t'es plus nouveau. Et en fait, oui, je vais mettre touche-moi là ou fais-moi ça. Enfin, j'ai envie que tu me fasses ça. Mais j'ai l'impression que mon petit moteur de libido, il est lié à la nouveauté, à la multiplicité des partenaires et non pas à la pratique qu'on peut faire ensemble ou pas. Il y a quelques cliquetis. Et est-ce que quelqu'un veut rebondir? Quelqu'un qui n'a pas parlé? Bon, Marcus a très envie de continuer à parler. Parce que c'est un truc depuis tout à l'heure, qu'on a parlé au début. Moi, je connais ça de moi-même, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que ce que tu dis sur la sexualité, est-ce que c'est pas lié à la séduction et le besoin de séduire? Parce que là, on peut être en communication, mais quand c'est pour la séduction, c'est pour être... pour séduire, c'est quelque chose pour soi, mais je fonctionne beaucoup comme ça, et j'ai beaucoup réfléchi sur ça, que c'est pas... C'est autre chose que ce truc à deux, même qu'on connaît, qu'on crée un jeu pour se plaire et tout, mais il y a une... c'est plutôt une question de poser, parce que pour moi, l'idée de séduction, c'est autre chose. En fait, moi, ma question, c'est... Si mon petit moteur de libido, il est ainsi, est-ce que je suis juste carré rouge? Et les carrés rouges, c'est tout le temps... c'est ça, en fait. Il faut juste que j'accepte que je suis ça. Et donc, je dois accepter qu'en fait, moi, si je suis en couple, j'aurai forcément pas de sexualité parce que je suis carré rouge. Ou est-ce que, en fait, toute ma construction-là, je peux modifier ça et qu'en fait, le désir sexuel, il peut se créer. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.